Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. Sur les côtes de la mer Arabique, dans un lieu créé par les hommes, se niche le joyau de la couronne indienne, Mumbai. Autrefois appelée Bombay, c'est la plus grande ville d'Inde. Mumbai a été construite sur 7 îles, fusionnées en une seule, ballottée par les moussons et pleine à craquer. De la taille des Barbades, elle abrite une population supérieure à celle de la Grèce. 13 millions d'habitants, en augmentation constante. Pour survivre dans une telle marée humaine, des lignes de vie de bitume et d'acier sont indispensables. Les transports publics sont l'organe vital de cette mégapole. La ville ne saurait vivre privée de trains et d'autobus. Mais ce système s'apprête à subir un choc. D'ici 2020, Mumbai comptera 28 millions d'habitants. La plus grande ville du monde. Pour éviter la paralysie, Mumbai doit subir une intervention chirurgicale draconienne, mais délicate. Le problème est géographique. La plupart des trains circulent du nord au sud, entre les banlieues et le centre-ville, sur 2 lignes, le Western Railway et le Central Railway. Chaque jour, plus de 200 trains effectuent plus de 2000 voyages sur 300 km de voies ferrées. Ils transportent plus de passagers au kilomètre que n'importe quel chemin de fer au monde. Un système qui a des limites. Pour remédier au problème, Mumbai a entrepris le plus grand projet de travaux publics de son histoire. Une voie rapide urbaine surélevée, le premier autopont à 2 niveaux de l'Inde pour éviter les embouteillages. Un pont de 4 km pour détourner la circulation, du jamais vu à Mumbai. Et une métropole entièrement nouvelle, la plus grande cité planifiée du monde. Le projet emploiera des milliers d'ouvriers et coûtera des milliards de dollars. Mais ce futur adviendra-t-il à temps pour soulager les chemins de fer ? Chaque jour, 88% des banlieusards empruntent les transports publics. Les trains, à eux seuls, en transportent 6 millions, soit l'équivalent de la population d'Israël. Aux heures de pointe, il passe un train toutes les 3 minutes. Ces trains, conçus pour 1700 passagers, en transportent 3 fois plus, et la cohue est telle qu'elle a été baptisée la Super Mêlée. Aux heures de pointe, il y a 3 ou 4 personnes pour une place. On ne trouve pas une seule place libre. Sureka Yadav a fait l'expérience de la cohue et assisté à la première tentative pour la soulager. Mumbai est l'une des rares villes au monde à avoir des trains réservés aux femmes. Inauguré en 1992, le Spécial Femmes facilite le transport des travailleuses et leur évite la super mêlée. Mais certaines femmes aiment la pression. En 1989, Sureka a ainsi décidé de passer du wagon aux commandes. Elle est la première conductrice d'Asie. « 10 000 voyages plus tard, Sureka se prépare pour son premier trajet de la journée. Cela peut vous sembler assez facile,
Mais tous mes sens, toucher, vu, oui, doivent être sans cesse en alerte. Si l'un d'eux se relâche un instant, un accident peut se produire. Et c'est souvent le cas. Chaque jour, des gens meurent sur ces voies. Lorsqu'elle conduit, Sureka a les mains occupées, l'une sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Ce mécanisme porte le nom du pire scénario, la poignée de l'homme mort. Si quoi que ce soit arrive au conducteur, un malaise ou autre, et qu'il lâche la poignée, la traction s'arrête immédiatement. Le frein d'urgence s'active et le train est stoppé. Comme deuxième dispositif de sécurité, les voies sont équipées d'un système d'espacement des trains. Ils contrôlent les trains circulant sur la même voie et permettent aussi aux conducteurs de se dépêcher dans un trafic où chaque seconde compte. On ne s'arrête que 20 ou 30 secondes et on repart. On doit redémarrer dans ce délai-là. Il faut respecter l'horaire. Sinon, on arrivera en retard à la gare suivante. Avec seulement 2 minutes entre chaque train, le moindre retard peut se répercuter sur toute la ligne. Pour permettre à Sureka de démarrer à l'heure, des yeux la suivent tout le long de la voie. La version ferroviaire d'une tour de contrôle aérien. Tout comme son homologue, elle est en contact constant avec les conducteurs de train. Aujourd'hui, Sureka est surveillée par la salle de contrôle du Central Railway. Recouvrant tout un pan de mur, une carte électronique indique les déplacements de tous les trains en temps réel. Une ligne rouge désigne le train, une ligne verte son trajet. Aux heures de pointe de la Western Railway, 409 trains circulent sur 4 voies. Le retard d'un seul train affecte tous les autres. Il y a un train toutes les 3 minutes. Si quelque chose arrive au premier train, ça provoque un effet domino. En qualité de responsable de la salle de contrôle, Pranay Prabhakar doit empêcher les dominos de s'effondrer. Depuis cette salle, on déplace près de 3 millions de personnes par jour. C'est indéniablement la ligne de vie de la ville. Si elle s'arrête, les banlieusards s'embourbent. Il y a environ 4500 personnes par train. Alors si j'en arrête un, 4500 personnes restent en rade. Les décisions rapides sont l'essence même de notre système. Les décisions incombent à l'agent de contrôle. Tel un contrôleur aérien, il est bombardé d'informations, un flot constant de données émanant de plusieurs centaines de conducteurs et de chefs de gare. Si quoi que ce soit se produit, il doit coordonner toutes ces personnes, car il est le seul à avoir une image globale de la situation. À une certaine époque, cette image était floue. Avant la carte électronique, l'information était transmise par téléphone depuis chaque gare au fur et à mesure du passage des trains. Chaque contrôleur recevait une douzaine de données par minute envoyées par une flopée de trains. Il en résultait un télescopage d'informations pouvant engendrer une défaillance du soutien et un véritable cauchemar. Désormais, l'agent de contrôle peut communiquer avec des centaines de conducteurs en appuyant sur un interrupteur. Ils ont le temps de prendre les bonnes décisions. Ils peuvent agir plus rapidement. Ils peuvent dire aux conducteurs, vous êtes en retard, dépêchez-vous. Chaque train est une réduction de Mumbai. Trop de gens, trop peu de place et pas assez de temps. Les ingrédients d'une tragédie. Dans ce système surmené, technologie et désespoir se télescopent tous les jours, avec des conséquences dramatiques. Dans une course effrénée contre la montre, conducteurs et passagers mettent leur vie en jeu.
À Mumbai, 3500 personnes meurent sur les voies ferrées chaque année, soit une moyenne de 10 par jour. Des centaines d'autres sont blessés. J'attendais le train sur le quai, à Dadar, quand quelqu'un m'a poussé par derrière. Je suis tombé sur la voie et à ce moment-là, j'ai vu le train arriver vers moi. Alors, en le voyant, je me suis mis à courir. Mais le train était trop près. Alors je suis tombé sous le train et 8 wagons ont roulé sur moi. Jayant Vasani a perdu une jambe sans avoir rien fait. Mais des milliers de victimes se jettent au-devant du danger, volontairement. Aucune clôture n'empêche l'accès aux voies. Tout le monde peut les traverser. À Mumbai, plus de 7 millions d'habitants vivent dans les bidonvilles, jouxtant les lignes de chemin de fer. Pour eux, traverser la voie revient à traverser la rue, en plus meurtrier. Ça leur fait gagner une minute, mais ils ne réalisent pas que cette minute peut leur coûter la vie. Dans chaque gare, une passerelle permet aux voyageurs de traverser les voies en toute sécurité. Certains l'empruntent, d'autres pas. Tout le monde à Mumbai a été témoin d'un tel accident. Il s'en produit partout, mais les gens continuent à se précipiter. À l'instar des trains, à Mumbai, même la mort respecte l'horaire. On se sent très mal quand un accident se produit, mais on n'y pense pas car on doit faire avancer le train. Tous les autres passagers doivent atteindre leur destination. Les chemins de fer ont placé des panneaux interdisant de traverser les voies. En vain. La vie à Bombay est très mouvementée. Chaque minute est précieuse et les gens courent toute la journée. Ici, le temps a plus de valeur que la vie. Dans cette mégapole, les voies sont dangereuses, mais pas les trains. Les trains de Mumbai sont les plus sûrs de l'Inde. De mémoire d'homme, aucun n'a jamais déraillé. Ce n'est pas un hasard. Chaque train est équipé d'un système de sécurité électronique. Quand on franchit un signal orange, une alarme retentit et on appuie sur ce bouton de vigilance. En temps normal, on contrôle la vitesse, mais lorsqu'on appuie sur le bouton de vigilance, les automatismes contrôlent la vitesse du train. Appelé système d'avertissement auxiliaire, il est l'équivalent d'un copilote mécanique. Il agit en liaison avec le système de signalisation pour contrôler la vitesse du train et empêcher les catastrophes. À côté de chaque signal lumineux se trouve une balise émettrice. Sa fréquence se modifie à chaque fois que le signal change de couleur. Lorsqu'un train passe, le transmetteur compare la vitesse effective du train à la vitesse théorique. La fréquence de la balise est ensuite transmise au système d'avertissement auxiliaire du train. Si le train franchit trop vite un signal orange ou risque de franchir un signal rouge, le système auxiliaire va soit avertir le conducteur, soit déclencher le freinage d'urgence. Mais un appareil encore plus innovant va être installé pour prévenir les accidents. Le dispositif anti-collision ou ACD. Un microprocesseur est relié à une balise GPS fixée sur le toit du train. Le GPS indique au microprocesseur la position du train qui est ensuite transmise à tous les autres trains dans un rayon de 5 km. Si deux trains risquent de se rencontrer sur une même voie, leurs ordinateurs envoient un message à un dispositif de freinage d'urgence, stop. Ce dispositif est une invention de Rajaram Bodji. Pour prouver qu'il peut fonctionner à Mumbai, il n'hésite pas à mettre sa vie en jeu. Ici se trouve un train à l'arrêt.
Un train venant de la gare va s'approcher. Je vais me placer entre les deux, car je suis persuadé que l'ACD va arrêter le train. La seule chose qui se dresse entre cet homme et une locomotive de 100 tonnes, c'est sa propre trouvaille. Rajaram-Bodji a placé sa confiance en de bonnes mains. L'ACD stoppe automatiquement le train. Sur une voie très encombrée, l'ACD pourrait arrêter des trains encore plus éloignés, jusqu'à 100 mètres de distance. Dans les 4 années à venir, 35 000 ACD seront installés dans toute l'Inde, y compris sur les trains de Mumbai. Un dispositif qui non seulement diminuera le nombre d'accidents, mais permettra d'augmenter le trafic. 2 fois plus de trains pourront circuler en toute sécurité sur la même voie. L'intervalle entre 2 trains pourra être divisé par 2 jusqu'à 90 secondes. Soit 40 trains à l'heure dans chaque gare, sur chaque voie. Ce sera vraiment l'heure de pointe. Mumbai met la technologie au service du bon fonctionnement des trains. Mais il est une force contre laquelle cette mégapole est impuissante. La mousson. De juin à septembre, chaque été, les pluies sont telles que cette ville, au niveau de la mer, est inondée. Les voies ferrées sont submergées. Les trains arrêtent de circuler. Mumbai elle-même est immobilisée. Et l'eau mine les rails. Conséquence, rouille, infiltration, flot de gravats. Lorsque Mumbai sèche, des équipes inspectent les installations, puis s'ensuit l'interminable maintenance des 300 km de vieilles voies ferrées. Le défi, réparer un système qui n'arrête jamais de fonctionner et subit une usure beaucoup plus importante que n'importe quel chemin de fer. Toutes les 3 minutes, un train passe sur ces rails. Arunendra Kumar est le directeur du service d'entretien des chemins de fer de Mumbai. Chaque dimanche, il ferme une petite portion de voie pour y pratiquer un bilan complet. Près de 200 ouvriers de tous les secteurs se réunissent pour effectuer un énorme travail en un temps record. Tout est passé en revue, des câbles jusqu'aux traverses, des signaux jusqu'aux rails. Comme la plupart des bilans de santé, une vérification de la voie comprend une radiographie. Avec le temps, des micro-fissures se forment dans les rails. Et lorsqu'une banderelle cède, elle peut provoquer un déraillement. Pour les détecter, l'équipe de Kumar utilise un détecteur de défauts à ultrasons. Les ondes scannent le métal et produisent une image sonographique. Dès qu'ils trouvent une fissure, ils interviennent. Tels des chirurgiens pratiquant l'ablation d'une tumeur, ils découpent la partie défectueuse. Le cancer ayant été détecté à temps, il est enlevé. Puis remplacé par un élément sain. Généralement, 2 rails sont reliés l'un à l'autre par une éclisse, une plaque métallique boulonnée sur le côté de chaque rail. L'éclisse laisse un léger espace entre les rails, ce qui leur permet de se dilater quand il fait chaud. C'est en passant sur cet espace que les roues produisent leur fameux cliquetis. Mais sous l'énorme poids des wagons, l'éclisse peut se relâcher et risquer de faire dérailler le train. Les nouveaux rails sont dotés de joints de dilatation. Les rails se chevauchent sur la tranche, laissant un petit espace entre eux. Cet espace est crucial, car il permet la dilatation des rails lorsque la température monte. Et il est plus robuste que les éclisses, car il ne heurte pas à l'arrière des roues.
Une fois les rails inspectés et réparés, le travail est vérifié par une machine. Une énorme machine. Appelée boureuse mécanique, elle effectue 3 tâches cruciales. Elle s'assure que les traverses sont stables, que les rails contigus sont au même niveau et que les rails opposés sont parallèles. Pour caler les traverses, la machine effectue une gigantesque opération de levage. 8 pinces métalliques agrippent le rail et le soulèvent d'une 50aine de millimètres. Et la machine tasse le ballast autour de la traverse pour la stabiliser. Ensuite, l'ordinateur de bord vérifie l'alignement des rails. S'ils sont mal alignés, il calcule la correction et remet la voie à niveau. Cette machine peut inspecter 800 mètres de voie à l'heure. 65 hommes seraient nécessaires pour effectuer la même tâche. La boureuse mécanique élimine ces problèmes, mais en laisse un derrière elle. En soulevant les rails, elle les déstabilise. C'est pourquoi une autre machine passe derrière elle pour les remettre en place. Le stabilisateur dynamique de voie est équipé d'une paire de rouleaux de chaque côté. En roulant sur la voie, les rouleaux font vibrer les rails avec une force équivalente à celle de 100 trains. Résultat, les rails sont bien enfoncés dans le ballast. Lorsque la voie va rouvrir, les trains seront peut-être bondés, mais ils ne seront pas cahotants. Semaine après semaine, l'équipe de Kumar se déplace le long de la ligne, travaillant de concert sous sa direction. C'est un honneur de diriger quelque chose d'aussi varié qu'un orchestre. On peut produire du son, on peut produire de la musique, et mon boulot, c'est de faire en sorte qu'ils produisent de la musique à longueur de temps. La plupart du temps, leur musique est très belle, mais exécutée dans un ton dangereux. Dans ce boulot, on peut perdre un membre, voire la vie. Les menaces, de lourdes machines, des câbles à haute tension et les trains eux-mêmes. À la moindre fausse note, le rideau tombe. Pour assurer la sécurité de l'équipe de Kumar, quelqu'un doit veiller à ce que les voies restent fermées et les câbles débranchés. Cette personne travaille ici. Très loin des cheminots, mais veillant sur leur vie. Voici le central sous-station, le cœur du système électrique des chemins de fer. C'est de cette salle que l'énergie électrique est envoyée à chaque câble, train et voie, et qu'elle est coupée pour en permettre l'entretien. On place les signaux de danger pour s'assurer que personne ne rebranchera l'alimentation par mégarde. Si ça se produit, quelqu'un pourrait perdre la vie. Vinit Kumar est ingénieur électricien au Central Railway. Depuis son poste de commande, il peut détecter une défaillance électrique sur n'importe quelle section de voie et en déterminer la cause. À Mumbai, tous les trains fonctionnent à l'électricité. Elle est distribuée non par un troisième rail, mais par un bras articulé, appelé pantographe, alimenté par un câble, le caténaire. Ce système fonctionne depuis 8 décennies, mais va bientôt recevoir un choc. Mumbai a été la première ville en Inde à posséder une installation ferroviaire électrique. Elle a été mise en service en 1925 et commence à dater. C'est un système de courant continu à basse tension, mais forte intensité. Des kilomètres de câbles courent au-dessus des voies transportant l'énergie fournie par des sous-stations. Le courant continu passe de ces sous-stations au caténaire, puis au pantographe, et ensuite dans la motrice. Une pression sur un interrupteur et le courant passe dans les moteurs de traction et fait avancer le train. Mais le courant continu pose un triple problème. Il est cher à fournir, cher à entretenir et exige de nombreuses sous-stations. Mumbai est donc actuellement en train de passer du courant continu au courant alternatif. Ce dernier nécessite moins d'énergie,
moins d'entretien et beaucoup moins de sous-stations. Et surtout, il va permettre au chemin de fer de se développer. Mumbai construit en effet plus de voies ferrées pour faire circuler plus de trains. Et si le courant continu ne peut soutenir la charge supplémentaire, le courant alternatif le peut, car il distribue l'électricité plus efficacement. Ces nouvelles voies sont on ne peut plus urgentes. Tel un raz de marée, la population hypertrophiée de cette mégapole a submergé son infrastructure. Mumbai a tenté de soulager la cohue en ajoutant des wagons. De 9, les trains en tractent désormais 12, soit 35% d'augmentation de la capacité. Mais ils demeurent les plus bondés de la planète. Personne n'a envie de voyager dans une telle cohue. Mais que faire? Le train est la seule solution. Et la cohue ne peut que s'aggraver, car Mumbai est en train de devenir la ville la plus peuplée du monde. L'Inde est surpeuplée. Et Bombay attire les gens. Mumbai est à la fois le New York et le Hollywood indien. Capitale de la finance et du divertissement. Les gens y accourent des 4 coins d'Asie du Sud à la poursuite de leurs rêves. Peu d'entre eux s'imaginent à quel point le voyage peut être chaotique. Pour la ville, comme pour ses habitants, la route du succès s'apprête à prendre un virage inattendu. À Mumbai, l'heure du déjeuner est inscrite dans l'horaire des trains. Voici qu'arrive le plus grand livreur de repas du monde. Chaque jour, les trains transportent 200 000 déjeuners. Ces repas sont livrés par 5000 coursiers vêtus de blanc, les Dabawala. De la confection à la livraison, ce système centenaire est un modèle d'efficacité. Et la cheville ouvrière de toute cette opération, c'est le chemin de fer. En Inde, la coutume dicte ce que vous mangez et qui le prépare. Il y a des endroits où l'on n'aime pas manger dehors. Chaque jour, dans les banlieues de Mumbai, des milliers d'épouses préparent le déjeuner de milliers d'époux. Chaque repas est placé dans une gamelle en fer blanc, puis confié à un dabawala. Dans chaque gare, les gamelles sont triées selon leur destination. À la merci de l'inébranlable horaire des trains, les dabawala doivent faire vite. Ils ne disposent que de 30 secondes. C'est sans doute le seul service de livraison à grande échelle au monde qui fonctionne sans un seul document. 200 000 déjeuners par jour et pas le moindre morceau de papier. Il serait inutile. La plupart des dabawala ne savent pas lire. Et leur système rudimentaire de couleurs, nombres et lettres est pratiquement infaillible. Ça, c'est le code de la gare. Le numéro 9 désigne le livreur. Le marché où il doit aller est indiqué par la lettre M comme marché. Et le code D0 indique le magasin dans lequel il doit être livré. Ramachandra Saté livre des repas depuis 27 ans. Il n'a jamais commis la moindre erreur. Si cela avait été le cas, quelqu'un serait resté sans manger. Les personnes qui mangent dans ces gamelles appartiennent à toutes les castes. Si on donne à un homme de l'Inde du Sud un repas destiné à un musulman, il ne peut pas le manger. Il ne l'ouvrira même pas. On ne confond jamais les gamelles. Il n'exagère pas. Le système des dabawala est connu pour être l'une des meilleures chaînes de distribution de nourriture du monde. Le magazine Forbes a classé ce système Sigma 6, aux côtés de géants tels que la General Electric et Motorola. Sigma 6 signifie pas plus d'une erreur
pour 1 million de transactions. Seuls 2 événements peuvent faire dérailler le système des Dabbawala. Les trains. Notre vie dépend entièrement des trains. S'ils stoppent, les Dabbawala, eux aussi, s'arrêtent. Et la croissance. Avant, il y avait un train toutes les 7 minutes. Maintenant, il y en a un toutes les 3 minutes. Toujours aussi bondé. 2 fois plus de trains, et pourtant la cohue est pire que jamais. Mumbai est victime de son propre succès. Il y a 400 ans, Mumbai, alors appelé Bombay, n'était qu'un ensemble de villages de pêcheurs avec un port de haute mer et une population restreinte. Lorsque les Britanniques ont colonisé l'Inde, Bombay a pris de l'ampleur. Au XIXe siècle, un grand projet de génie civil britannique fusionne les 7 îles qui entourent Bombay en une seule. Lorsque la guerre de sécession anéantit le commerce du coton, Bombay prend la relève et s'enrichit en exportant du coton. Après l'ouverture du canal de Suez, Bombay devient l'un des principaux ports de la mer Arabique. Le XXe siècle apporte à l'Inde son indépendance. Et comme dans la plupart des ex-colonies, Bombay change de nom et prend celui d'une ancienne déesse, Mumba. Nouveau nom, nouveau problème. Au cours des 3 dernières décennies, la population de Mumbai a explosé. Son économie a prospéré, sa classe moyenne a grossi et la circulation s'est arrêtée. Il y a de plus en plus de voitures particulières et les rues se sont transformées en parking. À certains endroits, le trafic est tel qu'il est plus rapide de marcher. N'importe quelle ville tenterait de persuader les automobilistes de prendre le train. Mumbai ne peut pas. Les trains sont déjà pleins à craquer. Mumbai a besoin de routes, mais est à court de terrain. Que faire? Construire des routes dans le ciel ou sur la mer? Pour l'instant, nous avons choisi la mer. Nous ne sommes pas encore prêts à construire des routes dans le ciel. Anil Lakina est responsable de la construction d'une voie rapide destinée à soulager l'un des pires embouteillages de Mumbai. En construisant un périphérique autour de Bombay, au-dessus de la mer, on peut déplacer sur l'eau le trafic qui encombre Bombay. Aujourd'hui, un mirage s'élève de l'océan. Un pont à 8 voies de 4 km de long, le Bandra Worli Sea Link. La majeure partie du pont sera préfabriquée hors site pour être ensuite assemblée tel un gigantesque puzzle. Les fondations du pont seront enfoncées à 30 mètres dans le fond marin. Sur chaque fondation, une pile de 500 tonnes. 180 piles au total, placées tous les 50 mètres. Viendront ensuite les éléments qui formeront le tablier du pont. Chacun d'entre eux a une forme aérodynamique pour dévier les moussons de Bombay. Le pont pourra résister à des vents soufflant à 125 km/h. Le cheval de labour indispensable, une grue à portique de 1200 tonnes qui avancera au fur et à mesure de la construction du pont. Au-dessus du chenal de Bandra et de celui de Worli, le pont prendra son envol, suspendu par 424 haubans accrochés à des pylônes, le plus haut s'élevant à 138 mètres au-dessus du fond marin. Commençant à chaque extrémité du pont, les équipes se rejoindront au milieu. Une fois terminé, le pont pèsera près de 340 000 tonnes, soit l'équivalent de 7 Titanic. Ce chef-d'œuvre du génie civil est tellement spectaculaire qu'il deviendra sans doute une attraction touristique. Il est prévu pour avoir une très longue vie. Nous avons conçu ce pont pour les 100-120 prochaines années. Sa longévité tient à sa construction. Les ingénieurs coulent 150 mètres cubes de béton à haute performance à l'heure. De quoi remplir 25 poids lourds. Plus dense que le béton ordinaire, il est moins volumineux, mais beaucoup plus résistant.
Un traitement aux fumées de silice bouche les pores et le rend imperméable. Pour protéger l'armature métallique de la corrosion saline, on y mélange un sous-produit du charbon, des cendres volantes. De plus, l'armature est recouverte d'époxy pour l'isoler de l'oxygène et de la rouille. Les éléments sont les plus gros et les plus lourds jamais vus en Inde. Ils pèsent chacun entre 120 et 140 tonnes. Chaque élément est numéroté, puis mis en place comme une perle sur un collier. La construction progresse élément par élément, travée par travée. Entre deux piles, chaque travée est formée de 17 éléments. 15 au centre et 2 à chaque extrémité, reposant sur les piles. Les éléments sont accrochés les uns aux autres par 28 câbles d'acier à haute résistance élastique, du diamètre d'un ballon de basket et ancrés sur les piles. Lorsque le pont s'éloignera de la rive, la construction se poursuivra sur la mer. Les éléments seront apportés sur des barges avant d'être hissés à leur place. La forme concave des éléments réduira de 25% la force du vent. Le vent glissera sous le tablier de la même façon qu'il glisse sur l'aile d'un avion. Cette forme aérodynamique réduira la résistance de l'air et diminuera la pression exercée sur le pont. Cette forme concave a été mise au point en Allemagne et testée dans une soufflerie britannique. Les problèmes que je rencontre ne sont pas exceptionnels et je trouve des solutions aux 4 coins du monde. Mumbai n'a pas honte de demander conseil. Des spécialistes sont venus de Chine pour bâtir une construction inédite en Inde. Une structure devant convenir non seulement à la circulation des voitures, mais aussi à celle des bateaux. Les eaux qui coulent sous le pont sont terriblement encombrées. L'implantation de piles d'une côte à l'autre bloquerait le chenal. Solution, un pont à haubans. Sur 2 sections du pont d'une longueur totale de 950 mètres, le tablier sera soutenu par des haubans. Ces haubans transfèrent leur charge au mât. L'ensemble tablier, haubans et mât forme la plus stable des structures, le triangle. Lorsque le pont ouvrira, Mumbai poussera un soupir de soulagement. 15 ou 20% du trafic ferroviaire pourra être pris en charge par les voies routières et navigables. Détourner la circulation au-dessus des eaux permettra de décongestionner une partie des encombrements de Mumbai. Mais un changement de direction les atténuera encore plus. Les gens ne se déplacent que du nord au sud et vice-versa. Nous travaillons donc actuellement sur le moyen d'établir une communication est-ouest. Les déplacements est-ouest sont depuis longtemps gênés par l'un des plus grands trafics ferroviaires du monde. À Mumbai, les trains circulent sur un axe nord-sud, à quelques minutes d'intervalle. Construire une route traversant les voies n'engendrerait que des embouteillages. La solution, une route au-dessus des voies. Pour la première fois dans l'histoire de Mumbai, nous construisons un autopont qui reliera l'Est et l'Ouest. Ce sera l'une des principales voies transversales de Mumbai. Milan Dave est chargé de la réalisation d'une route aussi ambitieuse que le Bandra Worli Sea Link. Une voie surélevée vraiment haute. La voie rapide Santa Cruz-Chembur sera l'une des principales voies transversales de Mumbai et le premier autopont à 2 niveaux d'Inde. Pour supporter son poids énorme, ces fondations s'enfonceront jusqu'à 19 mètres dans le sous-sol marécageux, jusqu'à la roche de fond. Sur ces piles, une superstructure inédite en Inde, 2 niveaux de voies suffisamment robustes pour résister au vent de la mousson. L'autopont est en fait composé d'une série de couches superposées afin de répartir le trafic. Le niveau supérieur desservant l'axe est-ouest et le niveau inférieur, l'axe nord-sud. Cet autopont constitue une modification radicale des voies routières de Mumbai. La ville est tellement bondée qu'il n'y a aucune place au sol pour construire des routes. La voie mesure 6 km de long, mais pour traverser les voies ferrées, 2,5 km seront surélevés.
Car en l'absence de place au sol, les routes doivent être construites soit sur la mer, soit dans le ciel. C'est donc le ciel que ce projet emprunte. Cet autopont élève le génie civil de Mumbai vers de nouveaux sommets. Pourtant, les plus gros obstacles à surmonter pour bâtir dans les airs se situent au ras du sol. L'un de nos principaux problèmes, c'est le flot incessant de trafic. C'est la voie d'accès et de sortie de l'autopont que nous construisons 2 pâtés de maisons plus loin. Et parfois, les bétonnières restent bloquées ici pendant des heures. Mais le problème majeur est le même que partout à Mumbai. Les gens. Plus de 60% de la population vit dans des taudis, principalement dans des bidonvilles bâtis illégalement sur des terrains appartenant à l'État. Voici l'axe de la nouvelle voie qui mène au nouveau pont. Près de 4000 personnes vivent le long de cet axe, essentiellement dans des taudis. C'est ici qu'une route d'une largeur de 45 mètres sera prochainement construite. Je peux vous indiquer l'emplacement du bord de la route qui se situera entre l'endroit où je me tiens et cette maison là-bas. Les squatteurs doivent se déplacer pour que Mumbai puisse aller de l'avant. Le gouvernement leur demande de déménager dans différents endroits de la ville. Déplacer des milliers de personnes pour pouvoir avancer ou piler net. Le choix est délicat, mais de nombreux habitants de cette mégapole n'ont pas le choix. Mumbai n'a qu'une solution, aller de l'avant. Si on ne construit pas ce genre de choses, on va se retrouver paralysé. Le chemin de fer est vraiment la ligne de vie de la ville. Mais l'un dans l'autre, il n'y a pas d'autre solution que de construire de plus grandes artères et de plus grands ponts. Pas tout à fait. Une troisième option pointe son nez, construire plus haut. Voici une combinaison du train et du bus appelée Skybus. Il n'est pas encore arrivé à Mumbai, mais un prototype est déjà en circulation dans la ville de Goa. Un remède aux embouteillages, roulant à 100 km/h. Chaque wagon est accroché à des rails situés à 10 mètres de hauteur par des roues suspendues. Le même système qui fait tenir les trains classiques sur les voies, mais à l'envers. Les wagons étant suspendus, la sécurité est augmentée. Les voies ne sont jamais bloquées par d'autres véhicules, des animaux ou des individus. On ne peut jamais perdre le contrôle, ni tomber, ni capoter. C'est un système beaucoup plus sûr que celui d'un chemin de fer de 150 ans. C'est Rajaram Bodji, le concepteur du dispositif anti-collision, qui a inventé le Skybus, le bus du ciel. Une solution maison pour régler un problème maison. À Mumbai, le terrain à bâtir est aussi rare qu'il est cher. Mais le Skybus n'a pas besoin d'un seul hectare de terre. Il peut circuler sous les voies rapides surélevées. Rajaram Bodji a conçu les wagons pour la foule de Mumbai. Chaque porte a 4 mètres d'ouverture. On entre et sort facilement. Ni bousculade, ni foire d'empoigne. Chaque wagon peut accueillir 150 passagers. Au total, le Skybus peut transporter autant de personnes qu'un train classique. Il peut même tracter des wagons porte-conteneurs. J'estime qu'aucune ville ne peut se passer de ce genre de solution. Possible. Mais la vitesse n'apporte qu'un répit. Voies ferrées et routes seront inévitablement submergées. Déplacer les gens plus rapidement n'est pas suffisant. Cette mégapole doit déplacer les gens ailleurs. Pour sauver Mumbai, une opération drastique s'impose, une colossale transplantation. L'avenir de Mumbai est en construction au bord de la mer Arabique, la plus grande ville planifiée au monde. Elle s'appelle Navi Mumbai, Nouvelle Mumbai. Cet ancien marais a été asséché grâce à d'ingénieuses méthodes de drainage des eaux et de contrôle des inondations. L'objectif est d'y transférer des milliers de commerces et de bureaux et des millions d'habitants de la vieille ville.
1 200 000 personnes y vivent déjà, à peine un tiers de la capacité de la nouvelle ville. Pour éviter les erreurs de la vieille Mumbai, Navi Mumbai a été conçu pour déplacer facilement et efficacement ses habitants. Et ici aussi, le pivot de la croissance, c'est le chemin de fer. Voici la porte d'entrée de Navi Mumbai. Chaque jour, 400 000 personnes traversent cette gare. Elle a été dessinée pour en accueillir 300 000 aux heures de pointe. Des passages souterrains permettent aux banlieusards de traverser les voies et suppriment tout risque d'accident. Des quais de 12 mètres de large, objet d'envie de la vieille ville, empêchent la cohue. La gare a été conçue pour disperser la foule. En moins d'1 minute, tout le monde est sorti. Monsieur Erkadja est l'un des concepteurs de Navi Mumbai. Il a aussi été l'un des 10 premiers habitants. À son arrivée, il a trouvé une ville sous l'eau. Tout comme Mumbai, qui est la fusion de 7 îles, Navi Mumbai est construite sur des terres assainies. Ici, la terre est de très mauvaise qualité. Monsieur Jha se tient sur une couche d'argile de 12 mètres. Lorsqu'elle est saturée, elle ressemble à une éponge. Avant de pouvoir construire une route, il faut extraire l'eau. Tout d'abord, des centaines de tuyaux de caoutchouc perforés sont insérés dans le sous-sol. Le sol est ensuite recouvert de terre, de sable et d'une lourde couche de gravier. Telle une éponge pressée, l'argile relâche son eau sur les bas-côtés par l'intermédiaire des tuyaux. La construction peut maintenant commencer. Tout comme Mumbai, une grande partie de la ville est située au niveau de la mer. Mais contrairement à la vieille ville, Navi Mumbai n'est jamais inondée. Plus d'une douzaine de bassins de retenue ont été construits le long de la côte. Ils retiennent l'excédent des eaux de fond, les eaux de pluie et les eaux des égouts après épuration. Les eaux s'écoulent par un mécanisme aussi simple qu'ingénieux. Ni pompe, ni électricité, rien que la force naturelle des marées et un système de vannes automatique. Mumbai est l'une des rares mégapoles de la planète à connaître une grande amplitude de marée, 4 mètres. À marée basse, si le niveau de l'eau est supérieur à ça, elle s'ouvre. La pression qui s'exerce dans les bassins ouvre les vannes et l'eau se déverse dans la mer. À marée haute, la pression exercée par la mer montante ferme les vannes et laisse l'eau dans la baie. En cas d'inondation, le bassin se remplit, empêchant l'eau de se déverser dans la ville. Pour éviter tout risque de débordement du bassin, des pompes électriques sont prêtes à pomper des millions de litres d'eau à la minute. Mais les bassins et les vannes fonctionnent si bien que les pompes sont rarement utilisées. Contrairement à Mumbai, la nouvelle ville est conçue par les Indiens et non par les colonisateurs. Une métropole moderne, avançant à grands pas vers l'avenir, et non une vieille ville luttant pour tenir le coup. Bombay a été notre laboratoire. Et le succès de la nouvelle Bombay sera la solution pour Bombay. À Mumbai, le nouveau vient au secours de l'ancien. Nous voulons donner une nouvelle vie à Mumbai. Nous avons tout ce qu'il faut. L'argent, les individus, les talents, et nous avons la promesse du futur. Il fut un temps où le futur n'annonçait que paralysie. Aujourd'hui, Mumbai est passé à l'action, enjambant un océan de doutes et repoussant les limites de l'imagination.